C'est parti. Donc, Patrick Coste, on est de retour. Et alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au travail de proviseur. Et ensuite, si des personnes veulent intervenir et poser des questions, elles le feront. Donc, on va poser quelques questions sur le travail du proviseur, enfin, du point de vue, disons, des parents, de ce que les parents des questions que les parents pourraient se poser. Alors d'abord, alors, j'aurais une première question. Du coup, quel est, Patrick Coste, concrètement le rôle d'un proviseur de lycée, d'un chef d'établissement? Quel est son rôle? À quoi il sert? Alors, bonjour d'abord aux spectateurs. Juste pour faire une présentation brève. Oui, j'ai été proviseur, mais pas seulement, puisque j'ai exercé 6 métiers dans l'éducation nationale. Je suis aujourd'hui à la retraite et j'ai écrit un livre sur l'éducation et je suis en train d'en écrire un autre. Voilà pour les préalables. Alors, vous me reposez une question qui me replonge dans une activité, dans mon activité passée. D'abord, un chef d'établissement, et c'est important de le rappeler, que ce soit principal de collège ou proviseur d'ailleurs, est un représentant de l'État. Donc, de ce point de vue, il est représentant de l'État 24 heures sur 24. Et donc, son travail, c'est d'être une courroie de transmission des orientations qui sont données par le gouvernement, hein, sur le fonctionnement du système. Donc il lui revient de faire respecter les cadres du système. Alors les cadres, ce sont très simplement, hein, ce sont les volumes horaires qui sont dus aux élèves, c'est les obligations de service des personnels, ce sont les programmes qui doivent être respectés, c'est l'organisation des examens en interne quand il faut. Voilà, ça c'est, on va dire, le contenu essentiel. Ensuite, c'est un chef d'établissement est un responsable. Et entre autres, une des premières responsabilités, c'est celle d'assurer la sécurité dans l'établissement. Euh, c'est aussi un rôle d'accompagnement de la professionnalité des personnels. C'est également le président du conseil d'administration. Donc il y a une gestion d'abord qui est amenée, comptable de l'établissement. Il y a un règlement intérieur qui doit exister, qui doit être voté en conseil d'administration. Et puis, en dernier ressort, il est le pilote du projet d'établissement. C'est-à-dire que un établissement scolaire est considéré comme une entité juridique qui n'invente pas du droit, mais qui est susceptible de définir ses propres règles et ses propres objectifs dans les cadres qui sont donc définis par l'État. Je donne une illustration. Si vous avez des problématiques qui sont des problématiques de santé mentale, par exemple, où il y a une sorte de concentration de difficultés sur la santé mentale, il peut y avoir un objectif posé de telle manière à voir comment on peut essayer de soulager ce problème-là ou le régler. S'il y a un certain nombre de violences, quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour pacifier l'établissement. Il peut y avoir une problématique qui est une problématique d'objectifs scolaires, par exemple une faiblesse sur les résultats en mathématiques. Donc, à quelle démarche s'employer pour remédier à cet échec? Et enfin, il peut y avoir toute une réflexion sur un certain nombre de partenariats, d'intervenants extérieurs,
qui viennent apporter un complément au corpus strictement scolaire au sein de l'établissement, que ce soit dans le domaine de la culture ou dans le domaine de l'orientation, par exemple, où il peut y avoir là aussi un objectif qui soit posé. Voilà, grosso modo, si vous voulez, brosser ce que c'est que la mission d'un chef d'établissement. Et alors, un chef d'établissement, c'est un peu comme un patron avec ses salariés, ou est-ce que vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis du personnel, il a un autre rôle? C'est une très bonne question, parce que souvent, les personnes en particulier qui ne sont pas du sérail ont un modèle un peu simplifié de la notion de chef. Un chef, ce serait celui qui a le pouvoir et qui est susceptible d'intervenir et de décider directement sur le travail des gens, sur leur emploi, sur leur organisation du travail, en fonction d'un certain nombre d'objectifs de résultats et de production que l'on pourrait avoir. Ça, c'est le modèle entrepreneurial du chef. Quand on est dans la fonction publique, c'est formidablement différent, le, le- la direction et le pilotage. Pourquoi? Parce que on travaille avec des fonctionnaires qui ont une définition statutaire, et donc par conséquent, le chef doit respecter ce statut. Et la première dimension différente du statut du fonctionnaire par rapport à ce qui peut se passer au niveau de l'entreprise, c'est qu'un fonctionnaire, sauf accident enfin, particulier, faute professionnelle très grave ou autre, est quelqu'un qui est installé à vie dans son statut de fonctionnaire. Donc par conséquent, il est protégé par ce statut. Le chef d'établissement ne décide pas de l'emploi et ne décide pas non plus des ruptures contractuelles avec son personnel. Bon, ça change tout, hein. Ça veut dire qu'en termes de direction, ce qui fait l'autorité, ça n'est pas l'obéissance par rapport à une décision sur les personnes, mais c'est très très largement de la persuasion et de la diplomatie. Bon. Ce qui modifie le profil de ce que c'est que le pilotage. Ensuite, les décisions qui sont prises dans un établissement passent par des instances délibératives. Tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il y avait un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a des représentants des professeurs, des représentants des autres personnels. Je n'en ai pas parlé encore de cela, parce qu'il y a des agents de service, il y a des comptables, il y a des conseillers d'éducation. Alors, dans ce conseil d'administration, il y a des représentants d'élèves, il y a des représentants des parents, il y a des personnalités qualifiées, il y a des représentants des professeurs. Et donc, quand il s'agit de prendre une décision, cela passe par, finalement, une démocratie de la décision dans ces instances délibératives. Donc, c'est pas, là encore, pour marquer la différence, le chef n'est pas celui qui détient le capital et qui donc va venir décider en fonction de ses propres intérêts. C'est véritablement une démarche de pilotage qui passe par le collectif, ce qui est complètement différent, hein. Alors, il y a un certain nombre d'instances de dialogue, justement, qui permettent de préparer ce moment délibératif de la décision. Alors là aussi, hein, ce sont des définitions cadres, hein, mais sur le plan du projet pédagogique et scolaire et éducatif, de façon générale, avec les membres des enseignants et de la vie scolaire, il y a un conseil pédagogique qui est une instance consultative de discussion qui est préparatoire par rapport ensuite à ce que les représentants des personnels
peuvent porter au sein du conseil d'administration et conformément pour le chef d'établissement à ce qui s'est discuté avec les membres de son personnel. Bon. Il y a aussi en amont d'un conseil d'administration une commission permanente. Normalement, hein, si on est dans le déroulé, on va dire, orthodoxe du fonctionnement, c'est dans le cadre de cette commission permanente où le groupe est plus restreint que le nombre de membres qui a le conseil d'administration, que les débats se tiennent. Voilà. Et donc, par conséquent, les gens sont instruits des dossiers. J'aurais presque envie de dire que l'instance délibérative, à partir du moment où les gens ont été informés de ce qui allait se décider, ça devrait presque devenir, c'est pas le cas, hein, parce que tout le monde veut exister hein, dans les débats, dans les instances délibératives, ce qui quelquefois occasionne un certain nombre de polémiques et d'empoignades dans ces instances, parce que, enfin, je le développerai ensuite, mais normalement, si c'est bien préparé, quasiment un conseil d'administration devrait être une chambre d'enregistrement de tout ce qui a été préparé en amont, hein. C'est pour dire à quel point on n'est pas simplement de la décision de la verticalité. Ensuite, ce que je pourrais dire et qui fait la caractéristique de la mission d'un directeur, que ce soit un proviseur ou un principal, au-delà du fait qu'il soit représentant de l'État, ce qui n'est pas rien hein, en termes de position symbolique, sa préoccupation, son, on pourrait presque dire que ce sur quoi il est assis dans, dans sa perspective, pour sa perspective, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire que toute la difficulté dans un pilotage des hommes, au sens générique hein, du terme évidemment, euh, c'est les gens voient toujours, de façon générale, hein, c'est très très prononcé ça, voient leur intérêt, l'intérêt de leur discipline, l'intérêt de leur emploi du temps, l'intérêt de leurs élèves. Voilà. Or, ce qui fait la caractéristique d'un principal ou d'un proviseur, c'est que c'est un généraliste. C'est-à-dire que, à côté de l'intérêt de l'un, il y a l'intérêt de l'autre. Et donc, inévitablement, dans la dimension de l'intérêt collectif, il y a des choix à faire. Et donc, ça fait partie, justement, comme dans une sorte de pédagogie du collectif, de démontrer que, il y a un certain nombre de choix préférentiels par rapport à un certain nombre de situations qui viennent contrarier des intérêts particuliers. Ça, c'est la condition même du pilotage. Donc, d'une Ouais. certaine manière, le chef d'établissement va décevoir un peu tout le monde. Euh, C'est-à-dire que je crois que, on va dire que s'il a des talents de persuasion et une certaine empathie, ce qui n'est pas toujours le cas, il peut vraiment y avoir une sympathie qui se développe vis-à-vis d'un chef d'établissement, mais dans son rôle, il ne peut prendre qu'à certains moments des décisions qui sont impopulaires. Et donc, c'est évidemment une fonction qui est une fonction à certains moments qui isole, qui, et qui, quelque part, fait que qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, ça n'est pas possible. oui, ça me fait penser un peu aux hommes politiques. Euh, Oui, j'aurais dit même, je me souviens, je crois que c'était Mitterrand hein, qui disait, et c'est d'ailleurs une position gaulienne, ça, hein, qu'un chef d'État ne peut pas, ne pouvait pas espérer être populaire, hein, qu'il y avait inévitablement une impopularité. On pense à François Mitterrand qui fait voter la, la, la fin de la peine de mort, la loi contre la peine de mort, qui était contraire à la majorité des Français à ce moment-là. Voilà.
et dans une sorte de volonté de faire, dans une vision de progression qui ne correspond pas à celle de l'opinion. Voilà. Bon, enfin, restons dans des justes proportions dans ces comparaisons que je suis en train de faire. Voilà, mais j'aurais envie de dire que sur cette question, quel est le rôle d'un proviseur? Euh, je pense que ce qui fait peut-être l'essentiel, le sel de cette position-là, c'est qu'il est susceptible de créer un climat de, de, de travail. Si on est sur quelqu'un un peu psychorigide, avec des obsessionnalités sur les règles, qui fait du zèle par rapport à des détails, les gens vont être dans une sorte de sentiment de crainte par rapport à l'autorité. Et il va se créer de la défiance. Si on a affaire à un pilotage qui n'est pas rigoureux sur le plan de l'application des règles pour les élèves, par exemple. Les enseignants, ils ont besoin, en termes d'autorité vis-à-vis des élèves, d'une solidité sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Voilà. Et donc, ça, c'était en collège, c'est une donnée considérable par rapport à la confiance que les enseignants peuvent accorder à un chef d'établissement. Voilà. Et puis ensuite, il peut y avoir quelqu'un qui est dans un comportement dont on voit qu'il ne peut pas tout faire, mais qu'il fait le maximum pour les personnes pour arranger leur situation, pour les soulager dans leurs difficultés, pour essayer de trouver les réponses à l'écoute. Voilà. Et cela, évidemment, ça crée une dimension de maillage des significations entre le personnel et le chef. Enfin, je terminerai peut-être là-dessus. Le jour où on devient, il se trouve que j'ai fait 6 métiers, hein, et donc ayant fait 6 métiers, j'ai occupé des positions différentes. Et en fait, dans l'expérience professionnelle, c'est pas tant ce que l'on fait qui, qui fait la substance d'une expérience, mais le changement des positions. Si on s'adresse aux enfants, à des enfants, moi j'ai fait l'école normale d'instituteur, on est dans un certain positionnement dans la relation aux autres. Si on fait un travail éducatif, par rapport au collectif, on est dans un certain positionnement et vis-à-vis des élèves et vis-à-vis du système. J'ai fait du pilotage régional, parce que j'ai piloté la culture dans la dimension territoriale. C'est pareil, il y a encore un autre positionnement. Et un chef d'établissement, alors je vais vous dire quelque chose qui est un peu contre-intuitif, par rapport à ce que beaucoup de gens ont en tête. Il y a quelque chose qui, au niveau de l'autorité, des représentants institutionnels, ça se sait, hein, où il y a une délégitimation des figures de l'autorité, hein. On sait à quel point les institutions sont attaquées, quelquefois même vandalisées, ce qu'on n'aurait pas vu il y a 30 ou 40 ans. Il y a des comportements d'affrontement vis-à-vis des représentants de l'autorité qui ont augmenté. Les relations avec les personnels sont devenues beaucoup plus difficiles, hein. On pourrait éventuellement en parler. Donc il y a une délégitimation des rôles d'autorité. Pour autant, quand vous rentrez dans une fonction comme ça de chef, vous endossez un uniforme, l'uniforme d'un rôle. Et les gens sont beaucoup dans une représentation qui est une représentation soit transférentielle de votre importance que vous n'avez pas, soit contre-transférentielle. C'est-à-dire qu'il y a toujours, de toute façon, vis-à-vis d'un chef, des relations qui sont des relations qui ne sont pas seulement professionnelles, mais qui sont des effets d'identité subjective, qui se jouent dans cette relation-là. Voilà. Euh, c'est très curieux parce que
Je vais vous donner une illustration. Quand moi, j'ai été enseignant aussi, j'ai été professeur de philo. Quand vous avez été prof et que vous travaillez avec vos pairs, c'est le tutoiement qui est pratiqué. Il y a une sorte de condition d'égalité dans ce que l'on fait. Euh, Vous prenez vous devenez d'abord adjoint au chef d'établissement, vous rentrez dans la salle des professeurs, tout le monde se tait. C'est-à-dire que vous êtes quelque part le représentant de celui qui est susceptible de prendre des décisions sur vous, de porter un regard de jugeant sur votre travail. Et donc, vous perdez la relation qui est la relation de proximité que l'on peut avoir dans d'autres types de positionnement au sein d'un établissement. Et ça, ces changements de position, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations de personnel de direction au Marin. J'y ai consacré, je pense, à peu près une vingtaine d'années. Et j'expliquais une des grandes parties de ma façon d'intervenir dans ces formations, c'est de faire comprendre aux gens qui rentraient dans ce métier ce qu'induisait dans chacune des situations leur positionnement, qui n'était plus le même. Voilà. On n'est pas dans le même rôle, dans la position d'un cadre, que par rapport à quelqu'un qui est dans des situations finalement simplement de service par rapport à une mission. Ça n'est pas les mêmes dimensions. Alors, là, vous m'avez demandé de faire une sorte de portrait du chef d'établissement. J'espère que c'est qu'on en entend quelque chose dans cette explication. Au demeurant, et ça a été une partie de l'objet de mon livre, j'ai dit que le chef d'établissement était représentant de l'État. Donc, ça veut dire qu'il doit mettre en œuvre les réformes, appliquer les méthodologies de travail qui sont celles qui sont définies par le ministère de l'Éducation nationale. Or là, je pense profondément que dans les conduites définies dans l'éducation nationale, il y a des conceptions de pilotage, y compris de la part du chef d'établissement, qui seraient profondément à revoir. Mais ça serait la version critique de la présentation de ce portrait, qui n'était pas la question que vous m'avez posée. Oui, ma question elle était assez large, hein. Elle était, le but c'était un peu de brosser le portrait du chef de l'établissement. Euh, et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause et on va reprendre. C'est parti. Donc, alors j'aurais une autre question à vous poser. C'est une question concernant les professeurs considérés, notamment par les parents, comme incompétents. Et donc ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que, chef de l'établissement, qu'est-ce que l'école peut faire avec ce genre de professeur? Déjà, est-ce que ça existe un professeur incompétent? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, alors, sur une question comme ça, je voudrais d'abord formuler une précaution. Je considère, par une observation large que j'ai pu faire, hein, j'ai travaillé, je crois, dans 16 ou 17 établissements différents, donc j'ai quand même vu pas mal de monde. J'ai participé à une validation de CAPES l'année pratique de philosophie où j'ai vu passer dans des, euh, dans des guerres, euh, tout un grand nombre de stagiaires que j'ai dû évaluer avec chaque année, j'accueillais dans mon établissement un certain nombre de stagiaires que je devais évaluer. Je devais évaluer de toute façon sur un protocole des rendez-vous de carrière les enseignants. Donc par conséquent, ma mission
et mes expériences m'ont placé en situation de pouvoir quand même porter un certain regard sur la question de la compétence des enseignants. Je le rappelle, pour inscrire votre question, finalement, dans une expérience et dans une légitimité du statut lui-même. Et la prudence que je voudrais exprimer vis-à-vis du public et vis-à-vis de certains enseignants, qui font pas toujours preuve de bon esprit vis-à-vis de leurs collègues, dans leur très, très grande majorité, les enseignants sont à la hauteur de ce que leur demande dans leur rôle d'enseignant par rapport aux élèves. C'est-à-dire que la ligne de flottaison de la compétence dans l'éducation nationale, elle est au niveau. Hein. C'est un avis qui est contradictoire avec toute une partie de l'opinion et d'un certain nombre d'intellectuels. On pourrait parler par exemple, à cet égard, de quelqu'un comme Brigelli, qui avait écrit un livre sur la fabrique des crétins, où il mettait en cause les fautes d'orthographe des enseignants, leur niveau, un déclin de la culture académique. Ça n'est pas vrai. Selon moi, mon propre Patrick Coste, regard, aujourd'hui, ça. je discutais avec une dame qui me parlait de ça, qui me parlait des fautes d'orthographe des enseignants. Elle jugeait ça scandaleux. Vous voyez, aujourd'hui. Alors, je pense que les enseignants, ils doivent une certaine expertise, hein, mais ils sont 800 000 professeurs. Et je veux dire, vu le nombre de situations de transmission qui peuvent se faire, oui, ils font des fautes d'orthographe. Sauf il y a deux façons de faire. Soit c'est de considérer la compétence dans sa globalité, soit d'enfoncer le coin sur des défauts humains trop humains, qu'il peut y avoir dans toutes les activités professionnelles, et que si on a des griefs, j'aurais envie de dire idéologiques, vis-à-vis de l'école et vis-à-vis des professeurs, évidemment, on va enfoncer les clous dans les coins, hein, pour démontrer que le niveau n'y est pas. Je fais ce détour pour quand même expliquer la situation. Après un baccalauréat, un enseignant, il fait 5 ans d'études. Bon, une licence et 2 années de master en UFM. Et là-dessus vient se rajouter une 6e année de titularisation par une activité en responsabilité qui est observée au sein d'un établissement. Bon, Euh, un temps de formation comme cela est très largement suffisant en termes de compétences pour enseigner en collège et en lycée. Alors, là-dessus, je suis catégorique. S'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, et il y en a de très graves, hein, mon livre s'appelle L'éducation face à l'impossible, c'est une critique du système et certainement pas une justification. Mais en ce qui concerne les enseignants, je plaide non coupable par rapport euh, à ce qu'ils font, aux investissements et leur implication qui est le leur, à leur conscience professionnelle, à leur implication dans leur travail et à tout ce qu'ils donnent. Voilà. Donc là, du point de vue de l'opinion, je dénonce une certaine projection critique idéologique sur le milieu des enseignants. Alors, maintenant que j'ai pris cette précaution très appuyée, à laquelle je tiens beaucoup, hein, les problèmes, il y en a, hein, énormes, gigantesques, mais ils ne se situent pas à cet endroit-là. Alors, bah, maintenant que j'ai donné un schéma d'ensemble, quand on présente de toute façon une situation humaine avec 800 000 personnes, ça ne rentre jamais complètement dans un schéma. Donc, il convient de nuancer. Donc, d'abord, je reconnais, je prends la question par un biais un peu général. Il y a un certain nombre à mon avis, il y a un problème effectivement de compétences qui se pose sur la question des mathématiques en premier degré. Là, oui, il- le, le- du point de vue de la compétence, le bas blesse, et il a une raison que je vais donc
expliquer avant d'en venir plus précisément à votre question, Marc. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié en cours de route. Ce problème de la compétence en mathématiques sur le premier degré, il est très simple. On va être très prosaïque. Faites des études de maths ou de physique et vous avez devant vous actuellement la carrière d'enseignant ou une carrière dans le privé en tant qu'ingénieur. C'est très simple. Dès votre première année d'emploi à Bac+5, vous allez toucher un salaire de 500 à 600 euros de plus si vous êtes dans le privé, à partir du moment où vous pouvez apporter une plus-value à l'entreprise grâce à vos compétences scientifiques. Bon, il n'y a pas photo. Bon, et y compris en termes d'image sociale, à l'heure actuelle, vu la dégradation du statut des enseignants, quelquefois leur prolétarisation dans certaines zones, je veux dire, et que vous pouvez aller ailleurs, le choix, il est vite fait, hein. Ça se retrouve au niveau des candidats Mais sur le premier degré, ce qui se passe, c'est que le vivier de recrutement des futurs professeurs des écoles sont issus pour beaucoup des facs de lettres, de psycho, de sociaux, et très peu des filières de mathématiques et de physique, voire de SVT. Voilà. Et donc, évidemment, cet itinéraire de formation disciplinaire se retrouve ensuite par rapport aux mathématiques qui a été apprise un peu au forceps pour passer le concours de professeur des écoles. Donc là, il y a effectivement un déficit qui est une base qui se retrouve ensuite dans la continuité. Ensuite, pour le reste, hein, je veux dire, ne nous inquiétons pas à l'heure actuelle encore pour des questions de niveau. Ça, c'est pas vrai. Alors, j'en viens plus précisément à votre question, qui est une question difficile, qui est celle, vous êtes chef d'établissement, hein, on va se recontextualiser. Vous avez une critique, une sorte de bronca, comme on dit dans les corridas, hein, quand le taureau n'est pas bon ou quand le toréador n'est pas bon, tout le monde se met à huer dans l'arène. Et dans un établissement scolaire, il arrive qu'il y ait des broncas, comme ça. Ces broncas, d'ailleurs, peuvent venir de plusieurs étages. Elle peut venir des parents, d'une part, elle peut venir des élèves qui se rendent compte que la situation est intenable sur le plan de la relation. Il peut y avoir des gestes, des paroles qui ne sont pas dans le respect minimal des uns par rapport aux autres. C'est aussi une incompétence, hein. Et il y a une dénonciation de ça. Et puis ça peut même venir, cette bronca, de la part des collègues même, qui, parce que quelque part, euh, un, un vilain canard dans la troupe porte atteinte à leur propre légitimité d'enseignants et de la qualité de leur travail, hein. Oui, alors on entend Donc, il souvent y de la a... part des enseignants dire ouais, bah, de toute façon, le principal ou le proviseur, lui, ce qu'il veut, c'est son avancement de carrière. Donc, Oui, oui, il oui. va tout faire, par exemple, Mais ça n'est pas faux, hein. pour éviter que son établissement fasse trop de bruit. Donc, il va Ce ignorer qui, les signaux d'alerte, etc. c'est la notion de pas de vague, ça. Ouais, voilà, Et c'est ça. qui est des phénomènes de carrière chez les chefs d'établissement, c'est vrai. Et que que les comportements de carriéristes et un certain nombre d'effets sur le pilotage, oui, oui, oui. Et éventuellement sur le versant critique du pilotage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, s'il y avait une question là-dessus, évidemment, j'y répondrai. Mais restons sur le sujet. Il y a donc, sur les 800 000 enseignants, évidemment un certain nombre de personnes qui posent des problèmes dans leur activité professionnelle, comme il pourrait y avoir des travailleurs dans une entreprise qui posent des problèmes. Il y en a partout, ici et ailleurs. Alors, qu'est-ce que prévoit l'institution par rapport à ça? Il y a plusieurs, il y a trois entrées il y a quatre entrées.
qui permettent, si vous voulez, de répondre à la situation. Si on est véritablement dans une extrémité d'incompétence pédagogique, je dis bien extrémité, hein, l'inspecteur peut être appelé et c'est lui qui a le pouvoir d'évaluer l'incompétence. Ça, c'est le première donnée. Et que donc, dans des cas extrêmes, je l'ai vu, enfin, dans ma carrière en 40 ans, je ne l'ai vu qu'une fois, hein, une mise à l'écart d'un enseignant pour une incompétence, on va dire, notoire, quoi. Je dis un sur peut-être des milliers de gens que j'ai croisés, hein. C'est pour donner un peu l'échelle du caractère d'exception que peut avoir ce genre de décision. La deuxième mesure qui peut conditionner une mise à l'écart hein, d'une personne, ce sont les mesures disciplinaires. C'est-à-dire que quelqu'un a une obligation de service en termes de respect des heures, de participation à un certain nombre de réunions, de programmes à assurer à ses élèves, qui fait pour lui une obligation, etc. Si véritablement il y a un comportement qui rentre dans l'illégalité des obligations, il peut y avoir une mesure disciplinaire. Et il y a une échelle de sanctions qui peuvent être prises, qui est soit la mutation d'office, soit ben, jusqu'à la mise à l'écart de quelqu'un. Il y a une troisième situation qui peut conditionner la mise à l'écart d'un enseignant, c'est les questions de santé, hein. Il peut y avoir même une observation par rapport à des comportements, par exemple liés à l'alcool ou à l'hygiène. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai eu un enseignant qui avait les cheveux longs où on voyait les poux faire saute à mouton dans sa chevelure. Bon. Et oui, oui, je l'ai vu. Donc, ça existe. Et donc là, vous avez un problème qui est un problème qui relève de la santé, hein. Ou des comportements qui sont des comportements liés à une évaluation qui relève du psychiatrique, hein. Donc, à partir de là, il peut y avoir effectivement des décisions institutionnelles vis-à-vis du fonctionnaire. Au demeurant, c'est de la plus grande rareté. Il y a un quatrième volet que je vais vous expliquer, qui est plus, on va dire, qui relève plus de la mise à l'écart ou de la sanction ou de la décision verticale, mais j'y viendrai ensuite. Euh, c'est de la plus grande rareté. Il y a eu, je crois, un bilan là du ministre du service public dernièrement qui voulait faire évoluer cette situation. Il avait observé que dans le pays, il y avait eu des décisions de mise à l'écart de fonctionnaires. Je ne sais pas si on arrivait à 10 pour tout le pays sur une année. À vérifier, hein. Mais on était vraiment dans des chiffres qui étaient epsilon par rapport à ce genre de choses. Bon. Donc, cette rareté veut dire que le pouvoir d'intervention du chef d'établissement sur une situation observée comme étant de l'incompétence, elle est extrêmement réduite. Extrêmement réduite. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une incompétence, on va dire, euh, manifeste, que la personne n'est pas à sa place dans ce qu'elle fait. Et là, le réflexe, c'est que fait le chef par rapport à ça. Et donc, ce que je suis en train de vous exprimer, c'est que le chef, vis-à-vis de ce genre de situation, doit rentrer vraiment dans des cadres très stricts de diagnostic du problème et que véritablement son pouvoir est minime. Voilà.
Alors la quatrième voie, par rapport à ça, qui est sur le papier, hein, mais quand il y a quelqu'un qui est incompétent, il est protégé par son statut de fonctionnaire. L'accompagnement d'un métier, l'accompagnement des ressources humaines, c'est lui donner la possibilité de rebondir pour passer de l'incompétence à la compétence. Donc là, ce qui implique des dispositifs pour entourer la personne, pour l'accompagner et pour l'aider à progresser. Donc ça, par rapport, j'aurais presque envie de dire que 9 fois sur 10, je dis ça comme ça, hein, je le jette, mais c'est ça qui devrait être la bonne réponse. Sur le papier, ça existe, c'est-à-dire qu'on peut envoyer la personne en formation continue, lui donner un certain nombre de conseils, le tutorer d'une manière ou d'une autre, ça existe. Mais de fait, pour des raisons souvent de ressources et de disponibilité, cet accompagnement est très pauvre, hein, de fait. Voilà. Mais enfin, ceci dit, je voudrais aussi donner une extension à cette question de la compétence. C'est un métier difficile, celui d'enseignant, et il y a beaucoup de personnels qui sont des personnels en difficulté. Et donc là, il faut savoir aussi discerner la question de la compétence et de la difficulté de la personne. Et je dois dire que par rapport à ça, je dois reconnaître, hein, que le regard interne au système par rapport à la difficulté de certains est un regard qui manque de générosité et de solidarité, y compris entre pairs. Je vais être un peu désagréable, j'ai une haute estime du métier d'enseignant. Vous avez entendu à quel point tout à l'heure j'étais protecteur sur la question du niveau et de la compétence des enseignants de façon générale. Mais une de mes déceptions, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, une de mes déceptions en interne, c'est un avis subjectif, hein, que j'exprime. J'ai trouvé chez les enseignants des postures qui étaient des postures très normées par rapport à ce qu'il y avait à faire, dans des codes de normativité. Et si un enseignant était quelque part avait des signaux d'associabilité, de comportement quelque peu déviant, des fragilités à soutenir son magistère. Quelquefois, les jugements se faisaient, à mes yeux, de façon euh, peu solidaire dans la corporation. Voilà. Et ça fait partie, dans mon souvenir, de quelque chose qui me chagrine par rapport. Donc, je suis sorti de la question de la compétence, mais de la situation de la difficulté des gens qui relèvent alors, pour le coup, de la question des ressources humaines. Il se trouve que dans mes différentes missions, j'ai travaillé dans un dispositif qui était un dispositif de reconversion des enseignants. Et j'étais connu, entre autres quand j'ai travaillé dans la culture, par les services sociaux du rectorat, comme étant la personne qui accueillait tous les bras cassés dont on ne voulait pas ailleurs. Donc, j'ai pris dans mon service beaucoup de personnes qui étaient en difficulté. Et pour, on va dire, les spécialistes de l'institution, j'ai pris beaucoup, vous savez comme on aime les sigles dans l'éducation nationale, des OTB. Alors, c'était les occupations thérapeutiques bénévoles. Quelqu'un qui ne pouvait plus assurer sa fonction, et il y avait un statut qui existait qui permettait à la personne de ne pas complètement perdre pied par rapport à une implication institutionnelle, et donc il fallait trouver un lieu d'accueil pour pouvoir exercer cette occupation thérapeutique bénévole. J'ai été un hospitalier des occupations thérapeutiques bénévoles, et qui est toute une histoire personnelle.
que j'ai, et que là, je la renierai pas, cette partie de cette activité-là. Voilà. Et là, euh, si vous voulez, je me suis investi, là je vais parler enfin, de témoigner de façon un peu personnelle. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les personnes qui sont en difficulté euh, induisent une image du fonctionnement de l'école qui est catastrophique. L'incompétence de très rares personnels et des gens qui sont en difficulté, il y a un phénomène de focalisation de la critique sur ces personnes-là qui atteint l'image collective de façon très importante. Voilà. Et donc, je considère que si on est un cadre responsable, on doit particulièrement porter une attention sur cette difficulté-là. Je dois dire au passage qu'il y a un certain nombre de services de ressources humaines sur les reconversions, etc., qui existent. Je crois qu'il y a jusqu'à 20 000 personnes dans le système qui sont chargées de ces missions-là. C'est très, très pauvre en termes d'accompagnement des personnels dans l'éducation nationale. Il y a un énorme défaut de la gestion des ressources humaines dans ce système. La question qui m'est posée n'est pas sur la critique du système aujourd'hui. Je fais juste un état au passage. Et je dois dire que ces personnes qui en difficulté, que j'ai suivies, à qui j'ai donné des missions, des responsabilités, plus qu'ils ne pouvaient supposer pouvoir en prendre à certains endroits, euh, d'abord, ça leur a apporté ça les a soutenus, presque ça les a permis de vivre socialement, mais certains d'entre eux, parce qu'on s'en est occupé, se sont reconstruits et ont redémarré. Voilà. Ça, cette part-là de ce travail que j'ai pris sur moi pour pour, pour des raisons qui relèvent d'une éthique personnelle, c'est globalement dans l'institution un travail que l'on ne fait pas. Et Ils ont c'est pu au enseigner à sein des nouveau, c'est équipes ça? des enseignants. Pardon? C'est des personnes qui ont pu à nouveau enseigner? Oui, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Euh, des gens qui avaient vécu des véritables cabales au sein d'un petit établissement de province qui ne pouvaient que plus que partir. Des gens qui avaient connu à ZF à Toulouse cette explosion là, de l'usine chimique qui s'était retrouvée au sol en période de divorce, en même temps qui sont sortis de là avec des crises d'angoisse, qui donc ne pouvaient plus rentrer au sein d'un établissement. Des gens qui avaient fait une maladie grave, comme un cancer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le suivi, l'accompagnement? Alors, il y a des gens remarquables hein, dans le système, hein, certaines assistantes sociales, etc. Hein. Je jette pas tous aux orties, hein. Mais par contre, de dire que sur 800 000 personnes, règne un désert en termes d'accompagnement de ces personnes-là et un défaut de solidarité, y compris entre pairs, vis-à-vis de cette difficulté, je m'autorise à le dire dans ce que j'ai, de ce qui m'a intéressé sur ces questions-là et de ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu des scènes d'une grande cruauté vis-à-vis des personnes. Vous n'imaginez pas la froide. Je crois que c'est Nietzsche, c'est une formule de Nietzsche, c'est le philosophe qui revient, qui dit que l'État est un monstre froid. Ben, je peux vous dire que dans certaines situations, oui, l'État est un monstre froid vis-à-vis d'un certain nombre de questions qui concernent les personnes. Voilà, alors, je fais la synthèse par rapport à votre question. N'accusez pas trop vite la question de la compétence des enseignants qui, globalement, est plutôt un bon niveau. Le problème de l'éducation nationale ne pêche pas par ce côté-là, n'en déplaise à M. Brigelli. Euh, le, il y a un certain nombre de problèmes de compétences qui se posent. Il y a un certain nombre de dispositifs de réponse qui existent dans l'institution, mais qui sont appliqués avec la plus grande rareté.
Il y a une erreur de représentation du chef d'établissement par rapport à ce qu'il peut faire vis-à-vis de cette difficulté, parce que de fait, il a très peu de pouvoir. Ensuite, une des solutions pour ces gens-là, ce sont des accompagnements pour leur permettre de sortir justement de leurs problèmes d'incompétence et de progresser par d'autres voies. Mais là, au niveau de l'institution, il y a très peu de voies, de solutions qui leur permettent cette progression-là. Et enfin, ne pas confondre les problèmes de compétences et la difficulté des enseignants, parce que c'est un métier difficile, qu'il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui dérapent, et que le travail des ressources humaines, ça serait, je parle au conditionnel, de beaucoup plus s'en occuper que ce que nous faisons. Et alors, alors moi j'aurais deux questions. Selon vous, qu'est-ce qui rend si difficile ce métier? Parce que c'est aussi un métier incompris. C'est-à-dire que je pense que les gens qui pensent que ce métier n'est pas si difficile que ça, c'est aussi des personnes bon, qui n'ont jamais enseigné, mais qui pensent sincèrement que ce métier n'est pas si difficile que ça. Qu'est-ce qui le rend si difficile? Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi ce prof bashing? Pourquoi il y a autant de critiques vis-à-vis des professeurs? Omar, avec une question comme ça, on y est jusqu'à demain. Bah, c'est un peu le but aussi, hein. Avec une question aussi énorme. Vous me rappelez Jacques Chancel. Vous savez, il posait des questions qui étaient tellement considérables que pour arriver à la mener au cœur du problème, c'était tout un exercice. C'est l'agrégation, hein, vous avez 7 heures. Oui. Oh, l'agrégation, c'est le concours de l'ENA, là. Le grand oral. Alors, je plaisante, hein. Euh, Merci de cette question sur la difficulté de ce Non, mais métier. je vous pose cette question sur la difficulté parce que c'est pas si évident que ça, parce que je pense que beaucoup de personnes sont sincères, ne voient pas en quoi, enfin pourquoi ce métier serait particulièrement difficile. C'est une belle question. C'est une belle question. Alors, le, le premier, il faut le prendre cette question à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une question de la difficulté de ce métier, pour en prendre une formule un peu savante, en soi et pour soi. C'est-à-dire, ce métier, quels que soient les contextes, est un métier difficile. On va commencer, on va essayer de s'en expliquer. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la difficulté de ce métier de par les conditions qui lui sont faites, en termes de fonctionnement et d'institution. C'est un deuxième sujet sur la difficulté. Et le troisième sujet, c'est l'accroissement de cette difficulté. C'est une augmentation de la pénibilité pour un certain nombre de raisons. Bon. Donc, on va essayer de, si vous voulez, de balayer ces trois chapitres, en quelque sorte. La difficulté inhérente de ce métier, les difficultés qui sont liées aux conditions institutionnelles qui sont faites à ce statut, et troisièmement, un phénomène d'augmentation de la pénibilité de ce métier au point, dans un certain nombre de son exercice, de le rendre, je vais employer un mot grave, de le rendre impossible dans certaines dimensions. Donc là, on passe de la pénibilité quasiment à une souffrance. Alors commençons par le début. La difficulté inhérente. Citation d'un intellectuel, au moins qu'on peut se dire très célèbre, qui est Freud, qui avait signifié qu'il y avait plusieurs rôles dans la société qui étaient impossibles, celui de parent, mais aussi celui d'enseignant. Il, il avait indiqué qu'il y avait quelque chose dans cette mission qui était impossible. Alors essayons de voir, de nous approcher, de nous rendre compte. Premier sujet, euh, c'est une relation qui est fondamentalement une relation de communication à autrui, de partage avec autrui.
Or, tout partage avec autrui, par définition, est difficile. Une relation à autrui au sein d'une famille comporte des difficultés. Une relation d'un enseignant avec un public d'élèves, entre 25 et 37 en lycée, est difficile. Pourquoi? Parce que l'autre, par définition, euh, comporte toujours une part d'étrangeté par rapport à soi-même. Et donc, il y a toujours, dans une relation qui est établie avec quelqu'un d'autre, une dimension d'opacité et d'incompréhension de son adresse par rapport à l'autre. Si on était dans une situation de relation satisfaisante, on serait dans un rapport de fusion. Moi, c'est toi. Or, dans une relation à l'autre, moi, ça n'est pas toi. Donc, il y a une dimension de séparation, toujours, de rapport. Alors, dans la psychanalyse, ça a été employé, mais il y a une part de rapport impossible dans toute relation à l'autre. Donc, ça implique que quand on est dans une relation, on est toujours dans une interprétation, surtout quand on a un rôle, surtout quand on a une implication, un attachement, un engagement vis-à-vis d'autrui. On est toujours placé en situation d'interprétation pour composer avec ce que l'on comprend et avec ce que l'on ne comprend pas de la relation à autrui. Et donc un enseignant qui se retrouve devant 25 enfants, ou jusqu'à 37, il est en permanence mobilisé dans une dimension d'interprétation de ceux à qui il s'adresse. Il y a une charge mentale dans ce métier qui est considérable. Ça signifie que vous faites court, mais que la charge mentale, elle va vous poursuivre, y compris quand vous rentrez chez vous et que vous regardez la télévision. Vous n'en avez jamais terminé avec cette charge mentale de ce rôle que vous jouez vis-à-vis d'autrui. Ça fait partie de la difficulté. Autre difficulté, on va dire inhérente à ce métier, vous êtes, vous avez un rôle qui est celui de faire rentrer les gens que vous avez devant vous dans un monde cultivé. Et ils sont, eux, dans un état d'enfance. Alors, la définition de l'enfance, c'est celui qui ne parle pas encore. Bon, gardons ça. Ils ne parlent pas encore complètement dans le monde cultivé. Et donc, vous vous trouvez toujours en situation d'essayer de faire un segment de plus entre ceux qui ne parlent pas encore et le monde cultivé dans lequel vous voulez faire rentrer. Donc, autrement dit, il y a dans cette mission toujours une sorte de calcul et c'est ça la pédagogie, de proportion de ce que vous pouvez faire apprendre à celui dont vous avez la charge. Et donc, à partir de là, il faut que vous compreniez quelque chose du possible de l'autre. Donc, c'est pas simplement interpréter l'adresse, mais c'est interpréter doublement ce que peut l'autre que vous avez en face. Et c'est ça la pédagogie. Et non seulement ça, mais il faut que vous le savoir dont vous disposez, que vous l'interprétez dans une scénographie suffisante, de telle manière à permettre l'accès qui va être donné à l'autre. Omar, je fais une parenthèse, je suis en Espagne, à 900 mètres d'altitude. J'ai les nuages au-dessus de la tête et j'ai sur l'écran des gouttes de pluie qui tombent sur votre front. Alors j'espère que l'orage ne va pas nous arrêter parce que je suis sans toit. Je suis à l'extérieur. Hein, je ferme la parenthèse, mais vous avez de la pluie qui vous tombe sur le front là, Et tel que je vois rien du tout. Bah, vous voyez, par rapport à eh bien, tout à l'heure, je écoutez, ne j'ai vois rien. quelques gouttes de pluie, donc
je prie les nuages de ne pas nous envoyer davantage de pluie parce que sinon la pluie va nous interrompre. Donc vous avez, pour faire une synthèse, une interprétation très compliquée de ce qui reste opaque dans la relation à autrui. Vous avez une interprétation du segment du possible de la transmission que vous pouvez faire par rapport aux élèves, et vous avez une interprétation du savoir dans une scénographie qui permettent de l'embrayer sur ce que les enfants sont susceptibles de comprendre. Voilà. Et donc là, on va dire qu'il y a une difficulté de l'exercice qui est inhérente à ce métier-là. À cela, vous venez rajouter qu'il y a une hétérogénéité des accès formidable dans une classe. Et donc, toute cette question de l'interprétation, des segmentations de possibles, il faut que vous le développiez dans une complexité de la différenciation qui fait que vous devez être, en tant qu'enseignant, un hydre à 1000 têtes. C'est ce qui fait la caractéristique de ce métier. Voilà. C'est pourquoi les gens qui supposent qu'il suffit de donner des coups de menton et de faire passer du savoir de manière magistrale dans une classe, au bout de 2 heures, ils sortiraient en tutu. Ils comprennent rien à la difficulté de ce métier. Voilà pour les difficultés inhérentes au métier, qui était ce que j'avais annoncé comme étant mon premier chapitre. Alors, si vous Deuxième permettez, on va faire chapitre, une petite pause et on va reprendre. bon, j'espère, C'est parti. avant d'aborder, d'introduire la deuxième partie, hein, je préviens les spectateurs, je suis à 900 mètres d'altitude dans les Pyrénées, sans toit sur la tête, je suis dehors parce que j'utilise une Wi-Fi d'un voisin. Et s'il pleut, on va dire que la nature aura été plus forte que nous, ce qui me semble être un rapport au monde plutôt respectable. S'il pleut, hein, ce serait la sonnette de la fin du cours. Voilà, c'est ça, hein, la pluie aura raison de nous. Alors, ma deuxième partie, c'était euh, difficulté augmentée par les conditions statutaires. Mais excusez-moi, vous avez parlé de charge mentale. Euh, Oui. je ne sais pas si vous pouvez un peu développer pour dire un peu enfin, qu'est-ce que vous entendez par charge La mentale. charge mentale, ça veut dire que quand vous avez l'esprit qui a des soucis, parce que vous voulez arriver à quelque chose, résoudre quelque chose, mais vous êtes obligé d'essayer de contourner, de passer par-dessus, de surmonter, etc. C'est comme une sorte, la charge mentale, c'est comme si vous étiez en train de faire une sorte de bricolage dans votre tête, permanent, par rapport aux situations. C'est le souci. C'est une sorte de... Quand on est dans la vie, on est un peu toujours dans cette sorte d'affût vis-à-vis des situations, hein. Et donc, si la situation, elle comporte une charge particulière par rapport à ce que vous faites, eh ben, la dimension de souci monte en degré, en quelque sorte. La charge mentale, si vous voulez, pour l'expliquer par image, c'est de cet ordre-là. C'est se faire du souci pour ce que vous faites. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si les profs étaient jamais sûrs de ce qu'ils faisaient, s'ils le faisaient bien, etc. À Bien la sûr, différence d'autres métiers où on peut très bien faire son. Il y a des métiers où on fait son travail, on rentre chez soi et on coupe. c'est tout à fait. C'est-à-dire, euh, j'entendais un, Romain Gary, un grand écrivain, qui disait dernièrement qu'il avait été documentaliste dans un labo de sciences d'ailleurs, et que pour lui c'était une situation extrêmement favorable, parce que quand il avait terminé son métier de documentaliste dans ce lieu-là, il avait la tête libre. Voilà. Inversement, quand vous êtes enseignant, vous avez l'esprit préoccupé en continu, hein, y compris dans votre vie personnelle. Voilà. C'est une des caractéristiques de ce métier. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais il y a une charge quand même qui correspond à ce que vous êtes en train de faire. La deuxième partie que je voulais aborder,
puisque c'était la question, qu'est-ce qui fait, pourquoi ce métier est aussi difficile? C'est la difficulté qui est augmentée par les conditions statutaires qui est liées à ce métier. Alors là, c'est la catastrophe. Là, c'est catastrophique. Et là, il y a plusieurs aussi dimensions qui sont à présenter. Petit 1, il y a une charge qui est augmentée de ce métier qui tient à la représentation de l'opinion vis-à-vis de ce métier, opinion générale. L'école a une mauvaise image, les enseignants sont toujours en vacances, ils travaillent 18 heures par semaine, et donc par conséquent, quand on établit des comparaisons entre l'échec du système, d'une part, une sorte de système en état de faillite par rapport à ses missions, et les conditions de travail des enseignants, ça conduit à projeter sur eux une image qui est extrêmement négative. Déjà, la difficulté, elle vient d'une représentation collective par rapport à ce métier. Alors, je vais faire un peu vite pour contrarier cette opinion. Petit 1, si le bateau coule, et il coule, le bateau éducation nationale est en train de couler, c'est pas la faute au prof. Donc déjà, il faudrait se dégager de ça. Si on a le temps, et si ça fait partie des questions, je développerai, j'expliquerai où se situe la faute. Mais c'est pas la faute des enseignants, qui sont plutôt des courageux et des gens qui font preuve d'une très grande conscience professionnelle à situation comparée. Je, j'ai eu beaucoup d'activités transversales en dehors du système, etc. Et donc j'ai pu comparer ce qu'était l'activité des enseignants et les activités sur d'autres endroits. On n'a rien à reprocher aux enseignants en termes d'implication et d'engagement dans leur travail, sauf exception, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut corriger cette représentation aussi par un chiffre qui a la vertu d'emboucher un coin, de, de faire un peu euh, remettre en place les mauvais esprits du côté de l'opinion vis-à-vis des enseignants. Ce chiffre, c'est le suivant. Il y a un organisme d'analyse au sein de l'éducation nationale qui s'appelle l'ADEP, qui fait des statistiques à partir d'observations de grand nombre. Donc, ils ont fait un calcul avec une méthodologie qui est une méthodologie scientifique, du temps de travail des enseignants, en moyenne. Je dis bien en moyenne. Moyenne, ça ne veut rien dire, hein. Il y en a qui font plus, il y en a qui font beaucoup moins. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins. C'est ça une moyenne. La moyenne de travail hebdomadaire, qui a été comptée sur des grands nombres au niveau des enseignants, c'est 42 heures par semaine. Il se trouve que la loi prévoit que normalement un travailleur fasse 35 heures. Donc ça fait 7 heures de plus. Alors les gens qui ne connaissent pas, mais se disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il y a 16 semaines de vacances, ils font 18 heures ou 15 heures ou 24 heures, selon les statuts, premier degré, deuxième degré. De quoi parle-t-on? Mais pourquoi? Parce qu'il y a de la préparation de cours, parce qu'il y a de la correction de copies, en premier degré, la correction des cahiers. Aller dans une école du premier degré après 17 heures et passer dans les classes, vous allez voir où ils sont, les professeurs des écoles, en train de corriger les cahiers. Voilà. Plus les réunions, plus tous les accompagnements maintenant qu'il faut faire d'un certain nombre de cas, de situations individuelles d'élèves, et toutes les charges administratives qui ont été augmentées il faut remplir des logiciels pour les évaluations, etc. Donc quand vous mettez bout à bout tous ces temps de travail sur une semaine, ça fait 42 heures. Donc 7 heures de plus. Il y a 36 semaines dans l'année. Si vous multipliez 36 semaines par 7 heures en plus, ça fait 200, enfin ça fait un certain nombre de 250 heures.
Et quand vous redéployez ces heures en semaine de travail, que vous vous dites que pendant les vacances, il faut travailler 30 jours sur l'ensemble des 16 semaines de vacances, très curieusement, en volume heure, il reste quelque chose comme 3 à 4 semaines de vacances pleines, ce qui est absolument contraire à la représentation que l'on a de ce travail des enseignants. Voilà. Donc au niveau de l'opinion, c'est là où le bas blesse. C'est là où il s'enfonce pour venir critiquer le métier des enseignants. Beaucoup sur cette question-là. Et donc, euh, avec un certain nombre de chiffres, des observations qui ont été rationalisées, si vous voulez, je renverse cette représentation. Ensuite, la difficulté augmentée par le statut, là, il y a une série. C'est toute une série. On va faire un peu vite. Mal payé, les plus mauvais salaires en Europe. Sur un bac plus 5 en entrée de métier, on est autour de moins 500, moins 600 euros que par rapport à un autre étudiant qui intègre un bac plus 5. Début de carrière à 2100 euros. Il y a eu quelques améliorations dernièrement, mais ça fait absolument pas le poids en termes de salaire par rapport au niveau, justement, de, 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 de ces personnels. C'est un sujet en part entière. Il vient d'y avoir une enquête, là, qui a été faite par un syndicat, ça me permet de l'illustrer, où je ne sais plus combien, je crois qu'ils sont 30 000 à avoir été interrogés, enseignants. Il y en a 60% qui, sur les 2 dernières années, ont envisagé de quitter ce métier. Ensuite, on pose les questions. Quelle est votre première raison, votre deuxième raison, votre troisième raison? Première raison de leur volonté de quitter le métier, le salaire. Donc c'est une augmentation de la difficulté. Et ils le disent. Bien. Autre pénibilité. Une autre pénibilité, c'est les problèmes de pilotage et de reconnaissance de leur travail au sein de l'institution. Il y a un pilotage là, dans l'institution. Je ne vais pas le développer parce que ça va nous prendre toute la soirée, hein. Mais il y a un pilotage qui est napoléonien. Enfin, je caricature quelque peu, hein. Des évaluations qui datent de ce que l'on pouvait s'autoriser à faire dans les rapports d'autorité il y a 150 ans. On est dans une époque où la part de vie personnelle, de développement personnel dans le rapport au travail a très largement évolué. On évalue de façon descendante, si vous voulez, comme on faisait en 1880. Voilà. On appelle ça un accompagnement de carrière, mais il n'empêche. Alors, les enseignants sont amenés ce jour-là à montrer leur meilleur profil. Ils sont visités tous les 7 ans. C'est pas comme ça qu'on développe des pratiques de reconnaissance du travail effectif qui est fait. Ça, c'est le pilotage du système. Et puis ensuite, il y a des modes de pilotage en interne par des indicateurs, à travers les réunions dont je parlais tout à l'heure, comme le conseil pédagogique, dont on sert comme outil. Ce sont des outils de la performance qui viennent du libéralisme, qui sont absolument pas adaptés à la façon dont il faudrait poser les problèmes entre enseignants au niveau d'une équipe, où on vient ouvrir finalement la boîte de Pandore de ces difficultés que l'on rencontre, qui ne peut s'exprimer que dans un état de confiance, de partage entre les uns et les autres, et alors que là, on est obligé, d'une certaine manière, de courir comme des lièvres derrière des indicateurs qui sont des comparaisons avec des situations qui se passent ailleurs. C'est un système de pilotage qui n'est absolument pas un système de pilotage qui permet le partage et la reconnaissance entre les uns et les autres. Bon. Ensuite, je pourrais rajouter qu'il n'y a pas de médecine du travail, parce qu'il n'y a pas il y a pas, les médecins manquent à l'appel. Les postes existent, mais ils ne sont pas pourvus. Bon. Euh, etc. C'est-à-dire que sur le plan de la façon dont il y a quelque chose qui est formidablement important dans la transmission, que ce soit du côté des élèves que du côté des enseignants.
C'est en quelque sorte le poumon de la transmission. Et ça s'appelle l'estime. Les enseignants ont besoin d'estime compte tenu des difficultés dont j'ai parlé dans la première partie. Hein. Il faut que quelque part, dans le miroir vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sentent qu'il y a du positif par rapport à cette difficulté-là. Si l'institution n'est pas capable de leur en donner, il y a un défaut d'estime. Voilà. Et les enseignants atteignent presque un stade, ils inhibent hein, ça. Hein. Il y a il y a presque une sorte, en termes d'identité, de dépression statutaire. Je vais jusque-là, avec une inhibition de la difficulté qu'ils vivent, que ce soit dans leur image vis-à-vis de l'opinion, mais par rapport au défaut de reconnaissance dont ils devraient se nourrir au sein de l'institution. Et comment Alors ça là, se il y aurait- manifesterait? Comment l'institution pourrait leur donner de l'estime? Enfin, comment ça fonctionnerait? je vais dire des choses très simplement. Hein. Vous avez une réunion. C'est une image. Hein. Vous avez une réunion entre enseignants. Il y a des problèmes, parce inévitablement, il y a toujours des problèmes dans les réalités humaines. Il y a toujours des situations qui sont compliquées. Bon. Là, il faut qu'il y ait un chef, par exemple, qui écoute, qui ne soit pas dans je vais vous expliquer la vie et ce qu'il faut faire, mais qui inversement ouvre et ne juge pas les uns et les autres. C'est un état d'esprit. Bon, à partir de là, les gens sont susceptibles d'exprimer leurs difficultés et parce qu'il y a des valeurs, ensemble, ils essayent, au nom de certaines valeurs, d'essayer en commun de résoudre ces problèmes-là. À ce moment-là, la vulnérabilité, elle est étayée, en quelque sorte, elle est renforcée par un travail d'équipe qui construit ces valeurs. Ça, c'est de la reconnaissance entre pairs qui permet de développer de la solidarité et du partage. Je peux vous dire que vu les pilotages tels qu'ils sont conduits à l'heure actuelle, comment les inspecteurs interviennent, comme les chefs d'établissement pilotent au sein d'établissement, on est très 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 loin de cet état d'esprit. Or, ce sont des techniques de travail, mais ça implique que les rapports de pouvoir et de maîtrise qui sont une ligne hiérarchique très puissante en France, se remettre en question pour reconsidérer des conditions de pilotage complètement différentes. Voilà. Hein. Donc là, je suis sur le versant critique de l'institution, mais vraiment, en termes de salaire, de reconnaissance, de ressources humaines, de la manière dont les affectations sont faites, les suivis des personnes qui sont en situation de souffrance, de maladie dans le système. Ah, il y a vraiment là, on est dans un état qui est un état vraiment un état limite par rapport au fonctionnement de cette institution. Voilà. Et là, il y aurait énormément de choses à faire. Et là encore, hein, énormément de choses à faire qui peuvent se prendre, j'en parlais au tout début, par des modifications du positionnement que l'on peut avoir au sein de l'institution. C'est un effet considérable, ça, sur les relations internes entre les uns et les autres. On est formidablement dans la reproduction des pouvoirs et dans les anciennes manières. Il y a vraiment un déphasage entre le monde qui vient, la façon dont les gens vivent aujourd'hui et, et les conditions de la façon dont on les traite par le pilotage dans ce système. Voilà. Euh, il ne suffit pas hein, les concepts de décentralisation, de donner davantage d'autonomie aux établissements. Ce sont des notions qui viennent beaucoup de la pensée politique, mais c'est plus profond que ça. C'est pas simplement donner de l'autonomie aux établissements. Ce sont des positionnements internes, subjectifs,
qu'il s'agit de revoir du côté de la chaîne hiérarchique, en particulier. Bon, voilà pour, si vous voulez, l'augmentation de la difficulté par les conditions statutaires et par l'institution. La troisième partie que j'annonçais, c'est une augmentation de la pénibilité qui va jusqu'à la souffrance. Ça va me faire rebondir aussi sur un autre problème posé par l'institution. Là, c'est du côté des élèves. Les élèves, c'est pas leur faute, hein. Ils sont pas responsables. Les adultes sont responsables des enfants. C'est un universel, ça. Bon. Il n'empêche que les enfants, ils appartiennent au monde qui est le nôtre. Et le monde qui est le nôtre, c'est le monde de la consommation, c'est le monde des écrans, c'est le monde d'une évolution de la famille où chacun est de plus en plus dans des pratiques individuelles. Voilà. Et donc, il y a un comportement des enfants qui, bien sûr, est fabriqué subjectivement par cet agencement global du monde dans lequel ils sont. Et on a affaire à des enfants qui sont de plus en plus. Là aussi, hein, je pourrais développer la thèse. C'est ce que j'écris dans mon prochain livre, hein. Donc, euh, ça mériterait évidemment des analyses poussées, hein. Je le dis un peu en surfant sur les problématiques. Mais on a des enfants qui, de par la place qu'ils occupent dans la famille, sont de plus en plus égocentrés, parce qu'ils sont de plus en plus au centre de la famille, de la préoccupation des parents, qui sont dans des consommations d'écran chez les adolescents, hein, à 12 13 ans, on est à 6 heures par jour. Donc là, il y a un phénomène de la culture du clic, de, de l'action-réaction dans la dimension de l'émotion. Donc là, la machine est sans autrui, avec avec une sorte de cycle sensorimoteur de l'action-réaction, qui fait que les attitudes qui consistent en classe à devoir faire des détours, à, à ne pas comprendre de suite, mais être dans un mouvement de pensée qui fait qu'il va falloir être en attente par rapport à la compréhension de la solution. Une recherche de la vérité par de l'imagination d'abord, et puis ensuite par des hypothèses, et ensuite par de la méthode. Bon, qui fait que les circuits de la culture scolaire ne sont pas les circuits de la consommation immédiate et de la culture du clic. Oui, Qui cons- le savoir, c'est pas instantané. C'est-à-dire qu'on peut pas apprendre de manière instantanée. Faut accepter un peu la frustration latente. Donc, par conséquent, il y a une décrédibilisation des formes du savoir scolaire par rapport aux environnements dans lesquels les enfants peuvent être. Donc, les conditions de la transmission sont de la transmission de savoir. Mais au-delà de la transmission de savoir, c'est de la rééducation aux conditions d'appropriation du savoir. Ça ne devient plus un état de l'élève qui est dans des rapports de sublimation par rapport à la culture qu'on lui propose. Il y a de cette dimension-là, dans la transmission, et de la rééducation aux conditions de savoir. Qu'est-ce Mais, qu'on fait d'un mais alors, élève somnolent? c'est un chantier qui est immense. C'est-à-dire que Ouais, là, à partir de là, on se dit que ça va être très compliqué de faire quelque chose. voilà. Alors, donc par conséquent, on voit bien que dans le rapport à la culture, le transmetteur de culture se retrouve dans des conditions aujourd'hui d'une difficulté augmentée, de par les agencements d'ensemble, mais il y va aussi d'une question qui est liée à la discipline. Il y a dans les dernières enquêtes PISA, il y a eu un bilan qui a été fait en 2022 sur le ressenti des élèves par rapport au désordre dans la classe. Ils sont 40% à considérer qu'ils sont gênés dans leur apprentissage par les conditions d'indiscipline qui peuvent régner dans la classe. Voilà comment ils répondent à cette question-là à l'enquête PISA. D'autres études ont montré, en particulier dans certains lieux, qu'on avait perdu jusqu'à une année de travail sur un parcours de par les situations où le professeur dit arrêtez de bavarder. C'est du réel, ça.
Alors pourquoi cette indiscipline? Cette indiscipline, elle vient d'une crise de l'autorité, hein, sur laquelle je travaille beaucoup là en ce moment. Et cette crise de l'autorité fait que chaque enfant qui est beaucoup dans les réseaux, qui a une place centrale dans les écoles, il devient une singularité qui se vit comme une sorte d'exception par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un groupe n'est plus un groupe qui fait un collectif, qui fait un commun, qui se rassemble autour d'un récit culturel. Un groupe, j'appelle ça un collectif de singularités désassorties. Je répète parce que la formule est un peu savante. Un collectif de singularités désassorties. Parce que si vous prenez des individus qui chacun se singularise, ben, ils affichent narcissiquement leurs différences par rapport aux autres. Et ils sont sans arrêt dans cette sorte de relation de rivalité mimétique des uns par rapport aux autres. Voilà. Et c'est ce qui crée les conditions d'un certain désordre ambiant au sein des classes que l'enseignant est est obligé de gérer. Donc, sur ma troisième partie de réponse à la question que vous avez posée, augmentation de la difficulté, mais qui vient de l'évolution de la subjectivité de l'enfant, dans son rapport à la culture, dans son rapport au collectif. Donc la discipline aujourd'hui, si j'ai bien compris, aujourd'hui est plus nécessaire qu'avant. Ah ben oui, ah oui, Hmm. oui. C'est- j'ai une image hein, pour le dire simplement, pour que les gens se rendent compte. Hein. Vous étiez dans les années 50, hein, moi, mes parents ont connu ça. Hein. Euh, Vous étiez dans les 50, vous aviez un groupe de 45 élèves, faisiez un cours magistral, on entendait les mouches voler. Aujourd'hui, vous en mettez 45, ça tourne à l'insurrection. Hmm. C'est carrément infaisable. Et alors, c'est là que je reviens sur la pénibilité liée au chapitre 2 là, où j'ai parlé des conditions statutaires et des... Le plus gros défaut de l'institution française par rapport à la pénibilité de ce métier et la pénibilité du travail des élèves, ce sont les effectifs de classe. Nous avons en Europe les plus gros effectifs de classe. Voilà. Et compte tenu de ce qui était en train de se passer du côté des élèves, la réponse numéro un, c'est pas les méthodes pédagogiques, c'est pas le cognitivisme, c'est pas la méthode de Singapour, c'est parvenir à faire de la différenciation dans des effectifs qui sont réduits. Ça, c'est la première réponse, avant toutes les autres. Le problème, c'est qu'elle soulève d'un certain nombre de questions budgétaires qu'on n'a pas le courage d'aborder, parce qu'avec les moyens que l'on a, ça impliquerait des réorganisations du temps de travail des uns et des autres dans des conditions très différentes. C'est possible, parce que je l'ai fait, j'en ai créé le concept, mais on est très très loin de se mettre en situation de le faire. Mais en résumé, Omar, et pour faire une synthèse, la pénibilité numéro un des professeurs dans leur classe, c'est les effectifs. N'écoutez rien de tout ce que j'ai raconté, ne retenez que cet argument-là. Il faut toujours prioriser les ordres d'importance. Et je termine par cela, sur la question des effectifs, comme étant le problème numéro un qui, s'il était réglé, réduirait très largement et les résultats, la question des résultats, la question des inégalités et la pénibilité de ce travail qui devient limite. Les gens ne veulent plus le faire. Voilà pour répondre à la question. Très Et bien. on a la chance que la pluie n'est pas encore arrivée. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue jusqu'à qu'elle arrive ou comment vous voulez qu'on procède? On fait peut-être une autre question, hein, et Oui. puis s'il y en a une autre, on fait une autre question, et puis raisonnablement, on s'arrête là. Je trouve que on en aura fait trois, c'est pas mal, hein. Alors, j'aurais une question. Alors, c'est une question concernant les établissements, les collèges, les lycées, les écoles primaires. Comment se fait-il que dans un même département, voire dans une même ville, on peut trouver des écarts de niveau entre établissements, de gros écarts de niveau? Alors, il y a une première explication, hein, toute simple, hein. C'est la première. Il y a des quartiers chics, il y a des quartiers chocs. Donc, il y a des déterminants sociaux.
qui sont vraiment liées à la question des territoires. Donc, vous passez d'un arrondissement de Paris à un autre arrondissement, d'une école dans un arrondissement à une école dans le même arrondissement, je pense au 18e par exemple. Il y a des écoles de bobos riches, de parents diplômés, et puis vous avez des écoles où véritablement il y a un problème de pauvreté. Et donc, c'est une condition préalable. Euh, les, j'ai lu dernièrement un chiffre. Les situations où on est dans des quartiers difficiles, où il y a un état de la pauvreté, on est sur une différence en termes de volume de compétences de 40% par rapport aux milieux favorisés. Ça fait un écart de niveau qui représente 2 ou 3 années de scolarité en fin de collège. Voilà. Et ça, c'est d'abord une définition qui tient aux déterminants sociaux et l'incapacité dans laquelle le système français a été de répondre à cette inégalité qui est liée aux conditions sociales. Nous sommes de ce point de vue le pays qui est 49e sur 50 en termes de creusement des écarts en fonction de l'IPS, des conditions sociales. Donc, première explication, territoire. C'est pas tout, Omar. C'est pas tout. Il y a d'autres explications à votre question. La deuxième explication, c'est public-privé. C'est-à-dire que on sait qu'en France, il y a un système à deux vitesses. Là aussi, il faut être très simple, hein. Le système public a pour obligation de prendre tous les élèves du secteur. Le système privé n'a pas cette obligation-là. Il peut choisir ses élèves. Et on peut le choisir, c'est-à-dire sortir de son secteur de recrutement, ce qu'on ne peut pas faire dans le public, sauf par dérogation. Tandis que vous pouvez aller dans le quartier d'à côté, dans le privé, en sortant de votre secteur d'origine. Donc globalement, en France, ça a attiré beaucoup les milieux favorisés. Je crois que la moyenne nationale sur les milieux défavorisés, c'est 16% dans le privé et 40 et quelques pourcents dans le public. Ce qui indique qu'il y a une pompe aspirante des milieux favorisés sur le privé qui fuit le public. Bon. Et très curieusement, hein, alors on se dit, ça c'est surtout des effets de centre-ville, de choses comme ça. Pas du tout. Il y a des petites villes où, et c'est contre-intuitif hein, par rapport à la question des territoires, le privé du coin siphonne les bons élèves. Voilà. Et alors, la carte au niveau national, dans le public-privé, elle est d'ailleurs contrastée. Les gens du privé disent oui, mais en Bretagne, en Normandie, etc., on a une véritable mixité sociale. Oui, parce que l'offre entre le public et le privé par rapport au nombre d'élèves et la répartition sur le territoire fait que les effectifs de l'enseignement catholique en particulier, ils se font aussi avec les milieux défavorisés. Mais c'est vraiment des zones, ça, qui sont assez restreintes au niveau national. Si on prend les moyennes nationales, on a cette répartition entre milieux favorisés et défavorisés, telle que je vous l'ai indiqué. Voilà. C'est une deuxième explication où vous pouvez avoir un établissement à 200 mètres entre le public et le privé, avec l'un qui va avoir des résultats à 55% au brevet et l'autre à côté à 91, à 200 mètres de distance entre public et privé. Troisième explication, qu'il ne faut pas négliger, c'est que vous pouvez avoir des politiques d'établissement et des qualités de travail sur un établissement qui sont susceptibles d'apporter une plus-value en termes de résultats et d'égalisation des parcours que vous n'allez pas avoir avec autant d'efficacité sur un autre établissement. Et effectivement, ce phénomène existe. Je me souviens, ça remonte assez loin. J'avais été frappé par cet exemple d'un un lycée marseillais qui était au nord.
Il doit y avoir prescription, hein, ça, ce que je dis ne doit plus exister. Et ils avaient un recrutement de milieux défavorisés, quartier nord, et pourtant ils avaient plutôt de bons résultats au bac. Et quand vous rentriez dans la politique de cet établissement, une donnée d'ailleurs à laquelle je crois, et il va falloir d'ailleurs évoluer dans ce sens-là, ils organisaient le samedi matin des devoirs sur table dans l'emploi du temps. Et donc, inévitablement, les élèves étaient dans cette pratique de suivre des enseignements, mais qui ensuite allaient se traduire dans un exercice personnel qu'ils allaient faire le samedi matin. Voilà. Et cet entraînement-là, au bout du compte, donnait des résultats. À l'époque de ChatGPT, il va falloir peut-être y repenser. Mais ça, c'est un autre sujet. Et alors, quel conseil vous pouvez peut-être donner aux parents qui veulent la réussite de leurs enfants à l'école? Quel conseil pratique D'abord, là aussi, je vais essayer de tenir trois parties. C'est le grand oral, hein, Omar, hein. Hein. C'est le grand Omar, hein, vos questions là. Premier point, il faut qu'un enfant, auprès de ses parents, il sente qu'il est suivi et que les parents aient un désir d'école et un désir de réussite de leur enfant à l'école. Donc ça implique ça des dialogues. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu n'es pas content? Alors il faut trouver la bonne modalité de partage, hein. Si vous êtes un père fouettard, vous pouvez vous attendre à des mensonges et des dissimulations et des hypocrisies. Bon, il faut arriver à créer un climat de confiance, mais soutenu par une demande, par un désir de réussite. Ça, c'est très important. J'articule ça avec un point, là, j'insiste auprès des parents. S'il y a un désir d'école et de demande vis-à-vis de l'école, il faut être dans la considération de l'école. Si vous êtes en train de taper sur la figure du maître tous les soirs au moment de manger des nouilles, et qu'en même temps vous demandez à votre enfant de travailler, il y a une situation paradoxale. Vous partagez une autorité avec le professeur. Si vous partagez une autorité avec le professeur pour que votre enfant réussisse, il doit y avoir une solidarité de reconnaissance. Oui, c'est Là, ça. il y a, Si les parents disent chaque soir, mais de toute façon ton prof d'anglais est nul, l'élève ne va pas va écouter le pas prof d'anglais. travailler. Hmm. C'est-à-dire que vous le mettez dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Il fera pas la part des choses en tout cas. Il va pas se dire bon, mes parents sont énervés, C'est etc. pour ça que quand les parents se mettent en opposition d'autorité vis-à-vis d'un enseignant, ils prennent un risque subjectif vis-à-vis de la question de l'autorité et de la reconnaissance de l'école. Voilà. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord avec l'enseignant, s'il y a des choses qui se passent mal, d'abord ils en parlent entre eux dans le couple, mais pas devant leur enfant, hein, prennent cette précaution-là. Et puis ensuite, si véritablement il y a des difficultés, bah, ils ont un dialogue avec l'enseignant pour s'en expliquer, et ça ne doit pas se faire sur le dos de l'enfant. D'accord? Voilà. Voilà un conseil que je suis susceptible de donner. Désir d'école et reconnaissance de l'école, ça va ensemble. Et que l'enfant sache que ça fait partie de la demande qu'il y a à la maison. Deuxième conseil que je pourrais donner aux parents, c'est la pratique des écrans. C'est simple, hein. Si moi j'ai été dans une époque, j'habitais dans un immeuble et j'ouvrais mes fenêtres le matin là au moment de déjeuner. Je voyais dans les fenêtres de l'immeuble d'en face, sur deux fenêtres sur trois, que la télévision était allumée le matin, hein. Ça signifie que les gosses qui étaient là déjeunaient en regardant la télé. Pas bon, hein? Il y a eu des études qui ont été faites, alors ça date un peu, il n'y a pas très longtemps, hein. Sur un gosse de 11 ans, on en avait à peu près 2 sur 3 qui avaient la télé dans la chambre. Pas bon. Ensuite, si vous êtes vous-même collé, scotché sur les écrans,
vous n'arrivez pas à vous en détacher, dites-vous que vous êtes un exemple. Et que donc, par conséquent, il ne faut pas vous étonner qu'ensuite, le gamin refuse de céder sur sa consommation d'écran, puisque vous faites pareil. Et puis, pire des comportements, vous êtes sur votre écran et votre enfant, il est de l'autre côté de la porte dans sa chambre, vous ne savez pas ce qu'il fait, et il est sur des écrans, chacun de son côté. Plus de famille, plus de partage en famille, et chacun dans des rapports individuels devant les écrans. Bon. Très simple, hein, je vais le dire de manière brutale, hein. Mais si vous faites ça, vous réduisez votre possibilité de votre enfant de 30 à 40% par rapport à une progression scolaire. Je le dis de façon raide, de façon choquée, mais ça le mérite. Alors, Donc nous, on a là, une petite pause et on oui, va reprendre. d'accord. C'est parti. Voilà, donc pour résumer, hein, les deux premiers points, désir d'école et reconnaissance de l'école, avec un certain nombre de pratiques de contournement de ce que j'appelle l'injonction paradoxale par rapport à l'autorité des enseignants. Ensuite, ben, un certain nombre de comportements de sérieux, hein, de certaines disciplines au sein de la maison qui favorisent le dialogue entre parents et enfants et qui ne se déchargent pas derrière les portes des consommations d'écran, dont je rappelle quand même que les marionnettistes qu'il y a derrière, ce sont des multinationales qui ne sont pas là pour éduquer les enfants. Au contraire, s'il y a une éducation qui passe là, c'est plutôt sur une pratique euh, de la désymbolisation des récits, de telle manière à faire crawler sur, sur une sorte de mouvement perpétuel de l'émotion et du mécanisme primitif de la récompense par l'émotion donnée. Donc on est très très loin là des conditions nécessaires à un enseignement qui a toujours à voir avec un différé dans la construction des récits et des symbolisations. Donc il faut savoir ce qu'on veut là par rapport à ça. Troisième conseil, c'est dans la relation à l'école quand les parents vont sur l'école, c'est plutôt d'être sur des comportements collaboratifs avec l'école. Je pense au niveau des fédérations de parents d'élèves, euh, un certain nombre de services qui peuvent être rendus au niveau des questions d'orientation par des forums organisés ou sur la gestion des bouquins, etc. Il peut y avoir quantité de collaborations qui peuvent se faire avec les coqs, plutôt que d'être dans des comportements de contre-pouvoir sur des histoires de ronde-serviette. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions de parents d'élèves et de représentants qui ont un peu de mal à trouver leur place dans un système qui les dépasse en termes d'organisation et qui, pour trouver leur place, inscrivent une parole qui est une parole de contre-pouvoir, un peu a priori. Bon. Et donc là, je crois qu'il faut certes euh, exprimer ses critiques euh, d'abord avec des ordres d'importance qui ont du sens. Hein, si on passe un conseil d'administration à parler des rondes serviettes, euh, on ne va pas parler, par exemple, des questions de civilité et de respect des enfants vis-à-vis des adultes. Bon. Donc, je veux dire, on est susceptible là par des phénomènes de contre-pouvoir, de ne pas traiter les questions qui sont importantes. Voilà. Donc, j'indique au fédé, là, de parents d'élèves, d'être sur des positions résolument constructives et collaboratives, plutôt que d'être dans une sorte de systémisme de contre-pouvoir, parce qu'on veut absolument exister dans les différentes instances. Et alors, j'aurais une dernière question pour terminer aujourd'hui. Donc, on a de la chance, hein, l'orage n'est pas encore tombé. C'est vrai, hein? C'est quoi peut-être le plus grand défi que vous avez rencontré en tant
en tant que chef d'établissement, et voilà. Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur l'école ou sur les élèves? Un défi. Hmm. Peut-être une chose à laquelle vous vous attendiez pas du tout. Le défi, un des plus grands défis que j'ai conduit probablement dans mon activité professionnelle, c'est pas en tant que proviseur. Alors, je suis pas sûr de répondre directement à la question, mais euh, il se trouve que j'ai, dans mes différentes activités, piloté au niveau d'un rectorat l'éducation culturelle. Et là, j'ai conduit une politique qui était une politique quelque peu divergente par rapport au cadre de, de l'éducation nationale. Pourquoi? La conception de l'éducation culturelle, elle a largement été dessinée par la politique qui a été mise en place par Jacques Lang, qui a été ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Culture, comme on le sait, sous François Mitterrand. Et là, il a inventé un partenariat entre les structures culturelles, les professionnels de la culture et l'éducation nationale. Et j'ai observé que ce partenariat-là entre les enseignants et les professionnels de la culture générait considérablement d'effets pervers, d'effets qui sont parfois contraires euh, à l'évolution des élèves. Bon. Premier défaut que j'ai constaté dans ce rapport à l'éducation culturelle, c'est qu'il y avait, je vais employer un mot un peu compliqué, mais il y avait comme une sorte d'hystérie à l'affichage des spectacles. Et là, on a l'impression d'assister, les parents sont ébahis de voir leurs enfants sur scène, ils ont des costumes, ils font des mimiques qu'ils les avaient jamais vus faire, ils se disent comment ils osent faire une tirade comme ça ou chanter de cette façon-là sur une scène. Mais en fait, il y a quelque chose là qui est un peu surjoué sur le plan culturel, où on a l'impression qu'il se passe beaucoup, alors qu'il y a eu beaucoup de temps perdu dans ce développement-là. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi du côté des enseignants. Alors, chez les enseignants, les partenariats culturels les mettent beaucoup d'abord en valeur sur le plan personnel, ça leur donne une visibilité, et puis ils ont l'impression d'être créatifs et imaginatifs dans les projets culturels, et ça leur donne une sorte de ligne de fuite par rapport à une répétition qui peut véritablement les enfermer et les fatiguer. Donc, les effets de plaisir et de satisfaction existent. Et dans ces plaisirs et satisfactions, je ne nie pas qu'il s'y passe des choses, qu'il s'y vit des choses, qu'il y a du positif et de l'éveil à des dimensions culturelles. Il ne faut pas tout, tout rayer d'un trait. Au demeurant, moi j'ai considéré qu'il y avait une richesse culturelle chez les enseignants qui fait qu'ils étaient en capacité de développer de l'éducation culturelle par leurs propres moyens, premièrement. C'est-à-dire là encore, faire confiance en termes de culture à ce que peuvent les enseignants, et donc ne pas les enfermer dans des conduites de programme, etc. Leur donner de la liberté pédagogique dans l'expression culturelle. Et là, je crois qu'il y a une marge de progrès que, on n'exploite pas suffisamment. La deuxième dimension, c'est que j'ai constaté que ce qui était important,
C'était pas forcément le professionnel de la culture. Alors je vais en faire hurler certains là, hein. S'il y a des gens de la DRAC qui m'écoutent là, ça va, ils vont, les cheveux vont hérisser sur leur tête là. Mais j'ai constaté que souvent, c'était une affaire de rencontre, la culture. Et qu'il y a euh, autour des établissements des amateurs de très grande qualité. Et que donc, il y avait des moyens de faire vivre des petits ruisseaux de la rencontre de proximité entre ces gens-là et l'école qui pouvaient apporter véritablement un enrichissement culturel. Voilà. Et donc, un des défis, là, sur le plan politique, c'est que les phénomènes un peu rigides du partenariat professionnel de la culture et institutions d'éducation nationale, je trouve que c'est très chronophage et qu'il y a un certain nombre de déperditions dans des phénomènes finalement d'image qui se jouent, et du côté de l'artiste, et du côté de l'enseignant, et du côté des parents qui observent ces phénomènes-là, et qu'il y a des pratiques beaucoup plus modestes, qui sont beaucoup plus enrichissantes dans leur, dans les occasions qu'elles créent. Parce qu'à travers ça, il se joue aussi une question qui est celle d'une politique culturelle. Quand on fait une analyse des élèves qui ont eu un parcours culturel, une éducation culturelle, on se rend compte qu'en fait, ça représente dans leur parcours peu de temps, et non seulement ça, peu d'élèves, et des champs artistiques limités. C'est-à-dire, ils auront travaillé le théâtre euh, en classe de quatrième, avec un professionnel, et puis, véritablement, leur éducation culturelle, ça aura été à peu près tout. Bon. Si on veut véritablement faire une politique éclectique sur les champs culturels, il y a une question de budget aussi, et de moyens là derrière. Et si on ouvre un peu les vannes des rapports de professionnels, habilités à, avec, on va dire, les habilitations de l'inspection académique sur des professionnels de la DRAC qui auront confirmé que ce sont ceux-là avec qui il faut travailler, pas les autres, etc. Si on sort un petit peu de ces rigidités d'offres et que l'on passe par d'autres chemins qui impliquent effectivement de, de faire des évaluations de ceux qui interviennent. Certes, il doit y avoir des regards qui sont portés sur ce qui est proposé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a une richesse là, dans les pratiques, qui n'est absolument pas, qui ne fructifie pas au sein de l'école, qui serait un chemin de proximité et beaucoup plus enrichissant que la manière dont on fonctionne. Ça, c'est un défi politique. Très bien. Mais écoutez, on va s'arrêter là. D'accord, Omar. Et peut-être pour une prochaine fois continuer sur la culture, parce que ça peut être, je pense, très intéressant. C'est vous le chef d'orchestre, Omar. Moi, je passe des oraux là, avec des questions qui me sont posées où j'essaye d'y répondre. Hein, vous savez, je m'étais présenté au début en vous disant je suis un 4-4. Hein. Donc on continue comme ça. Hein. Ça fait